Venu de Berlin. Roman de Blandine Crook. Chapitre 1er. En connaisseur des plaisirs, Hartmann versa une cuillerée de sucre de canne dans son café, puis il posa sur sa langue un carré de chocolat amer et le laissa fondre pendant qu'il allumait sa première cigarette. Le mélange de goût et d'arôme lui causa une délectation intense, tout comme la volute de fumée bleue sur la nappe damassée, le bouquet d'œillets jaunes dans le vase argenté, et sa propre main soignée, où l'alliance glissait librement, sans laisser les marques profondes qui affligent celui qui a pris du poids ou de l'âge, celui pour qui le mariage doit en tout cas appartenir à un passé révolu. Hartmann observa la salle à manger de l'hôtel et s'attarda avec bienveillance sur les hommes plutôt jeunes et munis d'attachés-caisses des tables voisines, ce que l'on appelle des cadres moyens, se dit-il, pour lesquels le déjeuner était inévitablement lié à des discussions d'affaires. « Mes amis, vous n'avez pas l'air bien, » pensa Hartmann. « Votre teint est brouillé, votre coupe de cheveux ne vous va pas, vous consacrez votre temps et votre attention aux affaires, et vous n'en gardez pas assez pour vous. Ça n'a guère de sens de parler de croissance zéro, comme vous vous apprêtez apparemment à le faire, si vous devez expédier un cocktail de langoustes suivi d'une tourte à la viande. L'eau minérale ne vous sauvera pas. Lui-même mangeait légèrement poisson grillé et légumes, suivi d'un café. Il connaissait depuis longtemps les satisfactions de la sobriété, celle de retirer l'essence de toute chose, de tenir, plutôt que courir. Il ne s'accordait même pas une deuxième cigarette. Ce serait pour beaucoup plus tard, après un dîner frugal. Depuis que sa femme avait commencé à aller à des cours du soir, il préférait préparer ses repas lui-même. Avant de retourner à son bureau, il irait se choisir un fromage, encore un plaisir, encore un exercice de mérite. Hartmann aspirait au sublime. Si, comme le dit Hegel, le vrai sublime exige une conscience aiguë de l'inadéquation. Hartmann, si, comme le dit Hegel, le vrai sublime exige une conscience aiguë de l'inadéquation, Hartmann se plaçait quelque part dans le territoire plus confortable du faux sublime, car l'inadéquation le troublait rarement. Pour lui, l'œuvre de sa vie consistait à rendre parfaits des plaisirs simples, de nature principalement physique et domestique, loin des luttes et des efforts liés à des objectifs plus ambitieux. Par exemple, il rejetait l'idée de Dieu, qui portait atteinte à la sérénité de sa propre existence. À la formule « Je suis celui qui est », Hartmann, s'il y avait jamais réfléchi, aurait répondu « Et moi ?» sans y mettre la moindre irrévérence. Hartmann, s'il y avait jamais réfléchi, aurait répondu « Et moi ?» sans y mettre la moindre irrévérence, mais pour marquer une simple division du travail dans laquelle les chemins ne se croiseront jamais. D'autre part, une tâche terrestre, parfaitement pensée et réalisée, aussi modeste fût-elle, acheter du fromage, par exemple, l'envahissait d'une sensation de plénitude que bien des hommes plus enclins à la métaphysique pouvaient lui envier. La joie de Hartmann était visible dans ses cheveux,
parfaitement coiffé, dans son costume élégant, ses mains soignées, dans le halo léger d'eau de Cologne qui le précédait, visible aussi dans son visage doux, le plus souvent souriant, dans sa démarche expressive, le corps, légèrement penché en avant, semblait indiquer l'affabilité, le désir de plaire. C'était un homme entre deux âges, bien près d'en franchir la frontière. Il pensait même courageusement qu'il était vieux. Il avait vis-à-vis de son âge la même attitude changeante qu'à l'égard du mariage de sa fille, tantôt résigné, tantôt décidé à n'en rien savoir du tout. C'est ainsi qu'il aimait bien prendre. C'est ainsi qu'il aimait bien prendre de temps en temps l'air d'un brave petit vieux, tout en sachant au fond de lui qu'il lui restait beaucoup d'années à vivre. À plus de 60 ans, il n'avait pas l'impression d'avoir changé, mais il se trouvait nettement mieux que le petit garçon triste, dont il essayait de ne pas se souvenir. Il y avait en effet certains souvenirs que Hartmann avait ensevelis ou remisés dans ce lieu que l'on ne peut atteindre que par les rêves. C'est pourquoi il prenait chaque soir un calmant qui lui assurait un sommeil tranquille. Il défendait le bien fondé de cette pratique, comme il défendait toutes ses habitudes. Sa bonne mine était sa meilleure justification. Quand on lui demandait comment il allait, il répondait toujours « Je mange bien, je dors bien, que demander d'autre ?» Il savait qu'il y avait autre chose, mais il pensait que la sagesse consiste à ne pas trop fouiller les domaines compliqués, ni aucun des impondérables susceptibles de troubler sa conscience irréprochable. Cependant, aucun homme n'est libre de son histoire. Hartmann ne faisait pas exception à la règle, mais afin de limiter les dégâts, il avait conclu un marché avec le destin. Dans la mesure de ses possibilités, il allait s'employer à filtrer tout ce dont il n'était ni désireux ni conscient, tous ces chocs contre lesquels le commun des mortels reste désarmé. Il avait décidé depuis longtemps d'être délibérément euphorique. C'était une technique qu'il savait pratiquer et perfectionner, même si parfois elle était sur le point de lui échapper. De sa plus petite enfance, il se rappelait les scènes qui auraient pu relever de Proust. Il se souvenait de son père dans une épicerie merveilleuse, odorante et illuminée, pointant sa canne sur un ananas, une boîte de pêche au sirop, demandant qu'il soit porté dans sa voiture. Il se revoyait petit garçon se rendant à l'Englische Garten avec sa nurse, ou avec son premier amour à 10 ans quand il jouait à cache-cache avec sa bien-aimée à Nymphenburg, le long des grandes allées bruissantes de feuilles mortes et de chants d'oiseaux. Il ne se souvenait pas, car il n'avait pas été présent, du jour où ses parents, vêtus élégamment pour quelque fête champêtre, avaient été hissés, un peu surpris, sur des chariots de ferme. Il s'y était pourtant prêté de bonne grâce, pensant que cela faisait partie du jeu. On les avait emmenés, et personne ne les avait revus. Mais comment pouvait-il le savoir? Comment se rappeler l'absence? Le devoir n'était-il pas de combler le vide, quand il existe tant de façons agréables de le faire? Il sentait que sa vie allait vers sa fin, et il se débarrassait sans pitié du passé, puisque chaque instant du présent devait être exploité. Après tout, il avait survécu. C'était la seule chose qui comptait. Il était là, dans cette salle à manger d'hôtel, et il attendait l'addition, rassasié, satisfait, plein d'entrain même. L'important, c'était de rendre les plaisirs plus vifs, de garantir qu'ils puissent se répéter. C'est sur de telles satisfactions que Hartmann
construisait son bonheur. Il s'attarda oh là là. Il s'attarda longuement à regarder les cadres moyens devenus rouges et bavards et se dit que même dans sa vie professionnelle, il s'arrangeait pour éviter de telles épreuves. Cela plaisait peut-être à Fibiche, son associé morose, de se conduire en représentant harassé, de manger un sandwich à son bureau ou de remuer frénétiquement son thé avec un crayon HB. Mais ce n'était pas son genre à lui. Fibiche se sentait coupable d'avoir gagné tellement d'argent aussi facilement. C'était sa manière d'être. Hartmann pensa avec agacement à la folie d'une telle réaction. Il n'avait jamais été ambitieux. Ambitieux, fonceur, dur, comme tant d'hommes semblaient l'être. Fibiche lui-même trouvait cette attitude ridicule. Il y avait même pour Hartmann quelque chose de rassurant dans l'absurdité de leur commerce. Des cartes de vœux, d'un goût épouvantable, qui leur avait fait gagner très gentiment Il y avait même pour Hartmann quelque chose de rassurant dans l'absurdité de leur commerce. Des cartes de vœux d'un goût épouvantable qui leur avaient fait gagner très gentiment leur vie pendant près de 20 ans, jusqu'à ce que Hartmann, qui travaillait peu, mais qui était estimé pour son Fingerspitzengefühl, son flair, son sixième sens, fasse remarquer que le marché de cet article était par nature restreint et qu'il y avait des fortunes à gagner dans les machines à photocopier. Pendant les années que Hartmann avait oubliées, ils avaient tous deux été tous deux imprimeurs, et il leur fut facile de diverger de leur spécialisation d'origine. Certes, le travail était une malédiction pour l'un et pour l'autre, mais c'était délicieux d'avoir de l'argent. Fibiche, qui souffrait de névralgie, pouvait bien se prendre la tête à 2 mains, en gémissant à chaque suggestion de Hartmann. Il était convenu entre eux qu'ils seraient toujours d'accord sur tout, comme ils l'avaient toujours été. Le bouillant Hartmann avait littéralement traîné Fibiche dans des hangars, des entrepôts, des magasins. Partout, leurs cartes de vœux les avaient conduits. Et maintenant, ils étaient luxueusement installés à Spanish Place, dans un bureau aménagé pour ressembler à un appartement, car la vie domestique comptait beaucoup pour eux. Chacun avait une pièce, ou plutôt un salon, où se prenaient les décisions. On servait le café matin et après-midi. Leur comptable Roger Myers et leur secrétaire John Goodman partageaient l'appartement en disposant toutefois d'un peu moins de place. Ils encourageaient leurs dactylos à prendre du temps pour aller faire des courses. Il régnait ainsi une atmosphère familiale dont ni Hartmann ni Fibiche ne pensaient à s'attribuer le mérite. Ils préféraient tout simplement se sentir chez eux parce que l'idée de foyer était essentielle dans leur vie. De la période inexplorée de leur début, Hartmann avait conscience de bien des aspects qu'il avait décidé d'oublier ou de négliger, comme ces années à l'imprimerie, qui avaient été l'ultime fardeau de leur adolescence angoissée. Même ce souvenir, Hartmann savait le tourner à son avantage avec sa vivacité coutumière.
je m'en suis tiré, se disait-il. Il entendait par là qu'il n'était plus un apprenti et qu'il ne le redeviendrait jamais. Et même l'atelier d'imprimerie avait été une heureuse délivrance après les horreurs de la pension. Si jamais Hartmann songeait à se féliciter, ce qui lui arrivait souvent, c'était de ne plus être à l'école. Petit garçon effrayé, envoyé à Londres pour y vivre avec la sœur de son père, Marie, qui avait épousé providentiellement un Anglais du nom de Jessop. Il avait regardé avec effarement par la fenêtre du taxi l'énorme bâtisse de briques rouges de Campen Gardens, sans comprendre que c'était un immeuble habité. Il avait lutté contre ses larmes et s'était battu avec une langue incompréhensible, jusqu'à ce qu'arrive la trahison finale. On l'envoya en pension. Là, malheureusement, les souvenirs étaient vivaces et ne s'effaçaient pas toujours. Doublement et même triplement étranger, il sut dès le premier jour qu'il était perdu. Si le hasard ne l'avait pas placé à côté de Fibisch, mais on leur interdisait de parler allemand, il serait mort ou il se serait tué. Il ne fut sauvé que parce qu'il savait que l'expérience de quelqu'un d'autre reflétait sa propre condition, même si Fibisch était nettement plus mal loti, puisqu'il ne connaissait personne. Tante Marie, qui était venue leur rendre visite un week-end, et dont la cape de tweed et les plumes de faisan de son feutre brun avaient beaucoup excité les autres garçons, déclara immédiatement que Hartmann devait amener Fibisch avec lui à la maison, c'est-à-dire à l'appartement lugubre de Campen Gardens et dans les rues pentues, enlacées, qui ressemblaient si peu à chez eux. Ils vivaient donc ensemble depuis leur enfance et ne pouvaient pas davantage envisager d'habiter loin l'un de l'autre que de divorcer de leurs épouses, malgré leur tempérament diamétralement opposé et le fait qu'ils étaient rarement du même avis. Ils trouvaient même naturel de n'être séparés que par un seul étage. Ils avaient été attirés par 2 appartements d'Ashley Gardens, près de la gare Victoria, non parce que le quartier leur plaisait particulièrement, mais parce que chacun aurait l'autre à portée de main. Ils avaient gardé l'habitude de la proximité, de l'alliance, et tout contribuait à renforcer leur lien. Ils s'appelaient tous les 2 Thomas, et se retournaient comme un seul homme quand on disait leur nom. Aussi, leurs femmes les appelaient-elles Hartmann et Fibisch, tout comme ils le faisaient entre eux depuis toujours. Pendant qu'il attendait l'addition, Hartmann se rembrunit. L'insistance de ce genre de souvenirs, qui n'avait plus de rapport avec les pensées aimables que suscitait le bonheur de sa délivrance, le mettait mal à l'aise. Le rituel du déjeuner, qu'il pratiquait si souvent et si méthodiquement, entraînait à sa suite le souvenir de repas innommables pris dans la peur, jamais digérés normalement. Les repas de l'école étaient en effet à l'origine de tous les petits raffinements attentionnés dont il entourait désormais sa vie, de même que les dortoirs odorants avaient déterminé chez lui les besoins futurs d'un confort délicat. La campagne humide et venteuse du Surrey en hiver et les heures absurdes passées à courir dans tous les sens sur un terrain boueux lui avaient garanti une passion pour Londres, pour la douceur de ses matins, pour ses pavés, les rues sévères où les médecins et les dentistes exerçaient leur art
et les banlieues, avec leurs arbres en fleurs et leurs motos sur les trottoirs. Tout l'amusait désormais. Il envisageait tout ce qui était à venir avec indulgence. C'était un homme lucide, assez lucide pour savoir que se complaire dans la mémoire du passé n'est que sentimentalité. Cette attitude, en quelque sorte intellectuelle, accentuait le malaise physique immédiat qu'il éprouvait chaque fois que l'on évoquait l'époque de la pension. Il était enclin à éluder les questions sur sa jeunesse qui se présentaient souvent à présent qu'il avait un certain âge ou qu'il était vieux. Cela dépendait comment il se sentait et qu'il avait réussi. C'était Fibiche qui faisait allusion en geignant aux épreuves passées jusqu'à ce qu'un signe de tête de Hartmann le fasse taire. Le passé demeurait encore très actif. Chez Fibiche, il semblait parfois l'envahir presque. Hartmann jouait les censeurs et le ramenait de force dans le présent. « C'est fini », disait-il simplement. Quand il disait cela, son visage prenait à son insu une expression de grande lassitude qui démentait son rejet d'une époque révolue. Il se la rappelait parfaitement, bien sûr. Ou plutôt il l'aurait fait s'il s'était permis de s'y attarder. Il s'en souvenait même mieux que Fibiche, que l'obsession de ses souvenirs avait pourtant mené pendant quelque temps chez une psychanalyste. En lisant Oliver Twist, Hartmann avait admiré l'acuité avec laquelle Dickens avait compris le malheur des garçons. Les filles, pensait-il, ne pouvaient pas souffrir autant. Il remerciait le ciel que son unique enfant fût une fille. Il se renversa en arrière avec un soupir, puisque à ce moment-là les réminiscences étaient sans danger autorisées. Il se permit un regard sélectif sur ses débuts dans la vie. Les années de pension restaient vivaces. Il prenait cela comme un signe de son assimilation, puisque les années d'école revêtent une telle importance dans les histoires que les Anglais racontent sur eux-mêmes. Sa pension, leur pension de fait, était un de ces établissements décrépits mais onéreux, créés et dirigés par un officier retraité et sa malheureuse femme, qui ont proliféré en Angleterre dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Les professeurs étaient incompétents, irascibles, ils ne croyaient pas à ce qu'ils faisaient et vivaient d'expédients, sachant que leur modeste chance n'allait pas durer. Hartmann et Fibiche, âmes sœurs, au sens symbolique et presque physique, s'effaraient de la nourriture, mauvaise, mais bourrative, de la médiocrité de l'hygiène, de la grossièreté du personnel. Celui-ci, enhardi par les malheurs successifs du directeur et de sa femme, se permettait de s'exprimer d'une façon que Hartmann et Fibiche trouvaient inacceptable. L'infirmière en particulier leur causait un profond malaise. C'était une femme assez jeune, du nom de Joy, aux jambes épaisses, aux joues rouges, qui avait l'air de se sentir tout à fait à l'aise dans cette communauté d'hommes à demi adultes. Malgré ses 15 ans, Hartmann trouvait son maquillage démodé. Fibiche, le plus jeune et le plus torturé des deux, tressaillait d'horreur quand elle s'enquérait jovialement de l'état de ses intestins, chose qu'il ne supportait pas de dévoiler à âme qui vive, surtout lorsqu'on l'interrogeait à haute et intelligible voix. Il avait alors l'impression qu'elle forçait sa complicité avec une insistance importune. La pudeur craintive de Fibiche la poussait souvent à lui porter un intérêt excessif. Elle avait une façon particulière de l'interroger, tout en roulant des paires de chaussettes de ses gros doigts rapides comme si elle ne se
comme si elle ne se souciait guère de ses réponses, mais en lui jetant des regards de côté pour observer ses longs cils baissés. Ces entrevues avaient quelque chose de menaçant et de provoquant à la fois. Fibiche combattait héroïquement les symptômes de maladies réelles afin de ne pas être soigné par elle, et il pouvait vivre avec un mal de dents épouvantable en espérant avoir le courage de le supporter jusqu'au moment de rentrer avec à Covent Garden et là demander de l'aide. L'homme qui s'occupait de la chaudière et qui était prétendument responsable de l'entretien, eau tiède, serviettes humides et poisseuses dans les vestiaires d'en bas, fenêtres jamais assez ouvertes pour chasser l'odeur des garçons, habitait au sous-sol au milieu de pots de peinture séchés, et sa radio était réglée en permanence sur une station étrangère qui diffusait une musique nostalgique de thé dansant. On disait que cet homme, qui s'appelait Henderson, avait un faible pour les petits garçons et qu'il les attirait dans ses appartements malodorants en leur proposant du thé et des biscuits. Mais Hartmann et Fibiche ne traînaient dans le couloir devant chez lui que pour écouter la musique. De temps en temps, la voix du speaker qu'il s'efforçait d'entendre s'éteignait brutalement, comme si Henderson était fâché d'une telle intrusion étrangère dans son domaine. Quelques secondes plus tard, la musique renaissait, écho combien faible de la vie qu'ils avaient quittée, trop insouciants de son existence pour l'avoir observée de plus près. Une empreinte génétique entretenait en eux le désir de retrouver sa douceur, sa grâce, jusqu'à son hypocrisie, tandis que leurs estomacs souffraient du poids des pommes de terre, des saucisses et du flan qu'ils étaient forcés d'absorber. À partir de son arrivée dans ce pays, à l'âge de 12 ans, cette épreuve avait duré longtemps. C'avait été ensuite l'apprentissage chez l'imprimeur, jusqu'à l'arrivée de l'ordre de mise en liberté sous la forme d'une lettre de Suisse leur annonçant le décès de leurs parents. Certaines sommes avaient été mises de côté pour eux, et avec les réparations de guerre, ils avaient pu se mettre à leur compte. Le jour où ils s'étaient installés tous les deux dans leur premier petit bureau de Farrington Road, avait été pour eux un moment d'intense émotion. Rien ne les toucherait désormais autant, sauf la naissance, la santé et l'avenir de leurs enfants. Depuis cette époque, Hartmann était joyeux. Il avait le bonheur modeste, n'étant pas assez sot pour penser qu'il l'avait gagné. Il avait tout bonnement rencontré la chance. Durant toute son adolescence, il avait eu peur. La première étape vers son émancipation avait été de pouvoir maîtriser la langue. C'était venu d'un coup, alors qu'il était sur le point de quitter l'école, comme si la perspective de la liberté avait déclenché quelque chose en lui, provoqué soudain une faculté là où elle n'existait pas auparavant. Chose curieuse, la seconde étape avait été son service militaire qui lui avait fait connaître la convivialité de façon inattendue. Envoyé dans le Wiltshire pour y surveiller un entrepôt, il n'avait guère plus à faire qu'à contrôler les livraisons. Devenu source de denrées, il était très sollicité. Fibiche,
que son stoïcisme face aux maux de dents avait laissé en proie à des migraines ne fut pas accepté dans l'armée. Il resta à Londres, à l'imprimerie, logé chez tante Marie, qu'il considérait désormais comme une véritable parente. C'était la première fois qu'ils étaient séparés. Fibiche envoyait sa ration de cigarettes à Hartmann, qui découvrait petit à petit les joies de la générosité. Libéral avec les boîtes de bananes séchées et les paquets de poudre d'œufs, Hartmann admirait la facilité des amitiés fondées sur l'intérêt mutuel. Il trouvait les autres conscrits charmants, son adjectif favori, et en les écoutant parler de leurs projets d'avenir, il se mit à envisager d'en faire lui-même. Fibiche s'était emballé pour un projet d'édition. C'était le plus instruit et le plus sérieux des deux. Mais Hartmann pensait qu'il devait attaquer de flanc. Il n'en saurait jamais assez pour entrer dans le sérail. L'astuce, donc, consistait à trouver un commerce un peu superflu, mais aussi satisfaisant. C'est ainsi qu'étaient nées les cartes de vœux. Au début, elles avaient été sentimentales. Joyeux anniversaire à ma chère femme, ou encore bébé a 1 an aujourd'hui. Progressivement, ils autorisèrent le réalisme à s'infiltrer et ils découvrirent que plus le message était grossier, plus il avait de succès auprès des acheteurs. Les vœux de prompt rétablissement, particulièrement lugubres ou d'une gaieté agressive, destinés aux personnes ayant subi une opération, arrivèrent bientôt en tête de leur vente. Hartmann et Fibiche n'avaient jamais regardé en arrière. La sensation odieuse n'avait jamais regardé en arrière. La sensation odieuse du tissu rêche de l'uniforme au creux des genoux et dans le cou donna aussi à Hartmann, à cette époque, l'amour du luxe. Il fut aidé en cela par le spectacle de ses camarades qui se mettaient sur leur 31 pour sortir le soir. Ce n'était que brillantines, toilettes et astiquages de bottes. Hartmann avait essayé de les imiter lorsqu'ils avaient la gentillesse de l'inviter à passer la soirée avec eux dans un pub. Mais ces exercices n'étaient pas pour lui, pas plus que la bière fade et la salle sombre et pleine d'effluves où on la buvait. Il préférait profiter de leur absence pour se laver de pied en cap, et il écrivait à Fibiche de lui envoyer des savons parfumés. Depuis ce temps-là, c'était un fervent de la toilette matinale, et sa salle de bain était pleine de parfums, si bien que lorsque sa femme lui disait au revoir en l'embrassant, elle ajoutait « Tu sens bon, encore plus que moi ». Il avait atteint maintenant l'âge où les odeurs du corps sont plus insistantes et plus difficiles à dissiper, où la journée de travail, aussi réduite fût-elle, représentait une affaire plus lourde qu'autrefois, où il y avait tellement plus à faire, l'âge où le réveil se faisait plus long. Désormais, sa femme rehaussait son teint jusque-là parfait d'une touche géranium. Il n'éprouvait aucune amertume devant les années qui passaient et considérait chaque jour comme un triomphe, notamment en hiver, quand le soleil brillait, comme ce jour-là. Il accueillait la vieillesse, ou ce qu'il considérait comme telle, avec satisfaction. Il avait trop bien réussi, sa vie avait été trop fructueuse pour qu'il eût envie de tout recommencer. Certaines attitudes de l'esprit et du corps
ne lui était plus possible, ou bien elle ne lui était plus permise. Les jeunes gens des tables voisines, dont il fut forcé de réviser le statut à la hausse, en entendant l'un d'eux dire qu'il avait passé la soirée précédente aux Annabels, ne provoquaient chez lui aucun sentiment d'envie, ce désir mesquin qu'il relevait parfois chez ses contemporains de déplorer chez les jeunes ce qu'ils appelaient leur manque de classe. Hartmann se reconnaissait encore avec ses cheveux argentés et son estomac un peu plus proéminent. Fibiche aussi, toujours aussi décharné, mais avec des dents arrangées à grands frais. La peau du visage de Hartmann était encore sèche et lisse, même si son corps avait forci. Une fois habillé, il arrivait à oublier l'image de l'animal lourdeau qui était sorti du lit. Bien droit, lavé, astiqué, il provoquait encore un sourire sur le visage qu'il voyait dans la glace. Son alliance glissait encore sur son doigt, et après le déjeuner qu'il préférait prendre seul, il pouvait maintenant se permettre une petite promenade au soleil, un plaisir qui lui avait été refusé à l'époque où il lui semblait que le soleil ne brillait jamais, où, pour se réfugier de la neige durcie et sale, il n'avait que le radiateur électrique à un seul élément, de chez tante Marie. Stoïque, celle-ci avait refusé de capituler, comme elle disait, devant le froid, alors que sa jeunesse avait été adoucie par le chauffage central urbain. À présent, Hartmann et Fibiche exigeaient une chaleur presque tropicale, et chez eux l'air sentait le cigare, le cirage à la lavande et une odeur de bonne cuisine qui ne se dissipait jamais tout à fait. Il se rappelait vaguement des odeurs semblables dans la maison familiale, dont il n'avait par ailleurs aucun souvenir, du moins s'y essayait-il. C'était Fibiche, sur les conseils de son analyste, qui souhaitait retourner là-bas, mais il avait peur de le faire, et restait pris dans un dilemme qui ne se résoudrait jamais. La solution de Hartmann à ce problème avait été d'une simplicité renversante. Se débarrasser de l'analyste. Une intrigante, avait dit Hartmann. Et aussi, les psychiatres, qu'est-ce qu'ils savent? Hartmann comprenait que Fibiche était encore malheureux, et parfois, mais parfois seulement, il en reconnaissait les raisons. Mais pourquoi s'attarder sur le passé, surtout si le passé était aussi déplaisant? Il valait mieux faire un bon repas, se réjouir de son bien-être, et choisir ensuite un morceau de brie ou de cantal, et repérer peut-être un bel ananas, en prévision du dîner. La télévision était un moyen merveilleux de rester dans le présent. Il aimait les soap-opéras américains, dont l'extravagance le réjouissait. Le maître d'hôtel vint le saluer. Hartmann était un client de longue date. « La famille va bien ?» demanda Hartmann avec un intérêt sincère. « Très bien, monsieur, merci. Nous avons vu monsieur Fibiche il y a quelques jours. »« Et les comptes de monsieur Goodman et les comptes de Mr. Goodman et de Mr. Myers sont à jour? »« Oui, monsieur, tout est en ordre. »« Eh bien, au revoir, monsieur Pierre, merci. »« Merci, monsieur. » Il s'appréciait énormément. Dehors, le soleil d'hiver était à son zénith. Sa lumière et ses ombres allaient bientôt se retirer. Hartmann fit un signe de la main à une femme qui disposait une veste dans la vitrine d'une boutique de luxe. Il la connaissait depuis 30 ans, et s'éloigna en flânant en direction de Selfridge. Après avoir fait quelques emplettes et acheté le journal du soir,
il serait de retour au bureau à temps pour un deuxième café. Très civilisé, pensa-t-il. Enfin, il l'avait bien gagné. Et ce soir-là, sa fille venait chez lui. Une occasion de grande joie. Il demanderait à Fibiche et à sa femme de se joindre à eux, puisque tous deux l'aimaient beaucoup. Et leur fils, qui réussissait... Oh là. Je comprends pas. Ah oui. Puisque tous deux, Fibiche et sa femme, l'aimaient beaucoup. Et leur fils qui réussissait si bien, vrai miracle. C'était une profession aléatoire, certes, et rien n'était garanti, mais il paraissait doué. Hartmann était conscient d'avoir là une indulgence particulière pour ce jeune homme. Car pour lui, en général, l'inaction qu'il approuvait chez les femmes était une calamité chez les hommes. Il ne songeait pas à la sienne, qui, de toute façon, s'accompagnait de beaucoup de solennité de nature quasi professionnelle. Mais assez de tout cela. Aujourd'hui était un jour béni comme tant d'autres. S'il avait été un homme de prière, ce qu'il n'était naturellement pas, il aurait rendu grâce. Au lieu de quoi, il resserra le col de son manteau et marcha dévotement vers Selfridge. 2. Yvette, la femme de Hartmann, avait été une jeune fille attirante et avait su conserver son charme après la maturité. Bien plus jeune que Hartmann, elle avait toujours eu un air adulte, dû en grande partie à un ensemble de manières affectées qui semblaient appartenir à la génération qui l'avait précédée. En dehors d'expressions fugitives d'embarras ou de désarroi, elle portait avec désinvolture un air de féminité traditionnelle bien établi qui parvenait cependant à esquiver l'essentiel du métier de femme. Son attrait particulier ne devait pas tant à sa beauté qu'aux diverses façons dont elle se mettait en valeur. Elle entrait encore dans une pièce avec empressement et une sorte d'attente, comme si elle devait attirer sur elle l'attention d'une foule. Elle était toujours prête à avoir un public, et elle l'avait souvent. Elle aimait à imaginer que l'on disait d'elle « Qui est-ce ? Qui est cette belle femme blonde si élégante ?» Quand elle avait commencé à travailler il y avait bien longtemps, elle avait un peu plus de 20 ans, elle avait toujours réussi à donner l'impression de présider le comité d'un bal de charité. Elle faisait don de son efficacité plutôt que de la laisser canaliser pour les besoins de quelqu'un d'autre ou même pour les nécessités d'une situation. Elle était dactylo dans l'entreprise dirigée par Hartmann et Fibiche et ne travaillait pas particulièrement bien. Mais malgré l'irritation que leur causait son manque d'attention, sa ponctualité douteuse et son indifférence radieuse aux exigences du travail qu'il lui demandait poliment d'accomplir, ils étaient tous les deux hypnotisés par sa haute opinion d'elle-même et attendaient, avec un réel intérêt, son arrivée au bureau. Quel que fût son retard, Yvette pensait que son arrivée au travail, qu'elle voyait comme son entrée, était le grand moment de la journée. Après que celle-ci avait été bien remarquée, et Yvette connaissait l'importance des premières impressions, la suite lui importait moins. Elle émettait une aura de féminité qui rendait les hommes prévenants parce qu'elle ne semblait pas leur être destinée. Au contraire, elle paraissait les exclure, comme si elle avait appartenu à une secte qui leur accordait peu d'importance. Elle était impeccablement mise, portait ses blouses et ses jupes
dont elle soignait la variété comme si elle venait d'une grande maison de couture, et répandait les effluves d'un parfum qui, malgré son prix modique, laissait des traînées qui s'insinuaient dans l'entrée et les couloirs. Son atout, dont elle se servait tout à fait inconsciemment, c'était son refus de prendre le travail au sérieux, n'importe lequel. Elle laissait entendre que le travail n'était pas son domaine, qu'elle était en réalité destinée à une autre vie, et qu'elle était un objet de luxe, non de labeur. Si Phibiche entrait dans la pièce que partageaient les deux dactylos pour demander un dossier, ou pour s'étonner que ses lettres ne soient pas prêtes, il la trouvait occupée à préparer du thé, avec force mouvement exquis de son poignet, qui portait un bracelet. « J'ai dit à Jill de s'étendre, » disait-elle. « Elle n'est pas bien aujourd'hui. Je lui ai donné 2 aspirines. Je trouve qu'elle devrait rentrer chez elle quand elle se sera reposée un peu. » Car elle avait progressivement convaincu l'autre dactylo de défendre ses intérêts, si bien qu'elle passait la journée à discuter de nouvelles coiffures ou à répondre à des questionnaires dans des magazines. Il venait de derrière la porte de leur bureau le léger bruit de fond d'une conversation incessante. À la menace d'une besogne, l'une ou l'autre se sentait un tout petit peu mal. Ni Hartmann ni Phibiche n'avaient le courage de demander ce qui se passait, parce que l'annonce du malaise s'accompagnait généralement d'un air de reproche, comme si tous les maux féminins pouvaient être légitimement imputés aux hommes. Comme Yvette était celle qui avait le plus de personnalité, elle s'arrangeait le plus souvent pour que Gilles se déclare incapable de travailler et réclame ses soins. Elle faisait attendre Phibiche pendant qu'elle servait le thé et le persuadait même d'en prendre une tasse. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer les mains blanches d'Yvette, aux ongles rosés, et le fin bracelet d'or sur le poignet immaculé de sa blouse. « Alors, demandait-elle finalement avec indulgence, que puis-je faire pour vous? Naturellement, tout cela m'a perturbée. Vous devez comprendre que je suis pratiquement toute seule ici. On ne peut pas me demander de faire le travail de 2 personnes. J'ai vraiment besoin d'une aide. » Phibiche finissait par emporter les lettres chez lui. Il avait heureusement une amie qui disposait d'une machine à écrire et qui les tapait en une soirée. C'est souvent ainsi que le travail se faisait. À cette époque-là, les femmes ne travaillaient pas en sachant que le travail impose des règles et des lois supérieures à leurs inclinations personnelles. On considérait que celles qui s'y pliaient avaient peu de chances de trouver un homme. C'est précisément la frivolité d'Yvette, exprimée dans son indifférence joyeuse aux exigences d'une affaire en pleine expansion, qui séduisit Hartmann. Sa frivolité et son excellente présentation. Le sillage de parfum, les poignets immaculés, les mains blanches, et naturellement sa façon de se mettre en valeur qui promettait un déploiement grandiose de ses attributs, tout l'amusait, le charmait, et bien qu'il la trouvât au fond plutôt ridicule, pas tout à fait sérieuse, et même parfois un peu pitoyable, il arriva un moment où il ne put plus se passer du plaisir de sa compagnie, ou plutôt du spectacle de sa personnalité. La journée de bureau ne suffisait pas, lui semblait-il, pour maîtriser l'énigme et la fascination que représentait Yvette. Après une courte, très courte période d'hésitation, et tout en se moquant de sa faiblesse, il l'épousa. Il apparut que le génie d'Yvette égalait celui de Hartmann.
Jamais au cours de leur vie commune, ils ne l'avaient vue négligée. Du matin au soir et, ce qui est plus important, du soir au matin, elle restait un plaisir pour les yeux et pour les sens. La plupart des sens, en tout cas. Les ongles rosés et les poignets immaculés avaient tenu leur promesse. À mesure que se confirmait la prospérité du couple, celle-ci avait pris un caractère solennel, sacré. Yvette ne réservait pas ses soins à sa propre personne, même si elle continuait à venir en premier. C'était une femme d'intérieur compétente et même imaginative, qui savait devancer les goûts et les plaisirs de Hartmann. Son intérieur était somptueux et cependant confortable. Sa cuisine recherchée, choisie et rassurante. Yvette restait convaincue d'être un sujet exceptionnel, une noble cause à elle toute seule. Elle se montrait souvent surprise par les femmes qui réclamaient les mêmes droits que les hommes, parce qu'elle considérait que les femmes avaient déjà tout à gagner et les hommes tout à perdre. Elle avait tendance à s'apitoyer sur les hommes en raison de leurs inaptitudes naturelles et inévitables. Tout cela divertissait Hartmann. En voyant le grand bien-être auquel Yvette l'avait amené, il jugeait que la promesse avait été tenue au-delà de ses espérances. Il se taisait sur ses insuffisances plus intimes, car elle n'en était pas consciente, et de toute façon elle ne l'aurait pas cru s'il l'avait éclairée sur ce point. En effet, une part du bonheur d'Yvette, le sentiment constant de sa supériorité, reposait sur l'idée d'une virginité préservée ou du moins prolongée, et tout acte plus vigoureux, plus dionysiaque que ce qu'elle exécutait à contre-cœur lui serait apparu comme une concession sans importance que certaines femmes, pas nécessairement celles qu'elle approuvait, étaient forcées d'accorder aux hommes afin d'obtenir leur accord sur des points de détail. Elle méprisait profondément les femmes qui laissaient voir le moindre défaut dans leur apparence, comme si cela indiquait chez elle un laisser-aller qui lui donnait des frissons de dégoût instinctif. Cette attitude bizarre, qui n'était pas rare avant le grand réveil qu'allaient connaître les femmes, trouvait son origine dans les événements Le grand réveil qu'allaient connaître les femmes trouvait son origine dans les... Ah merde. Oui. Trouvait son origine dans les événements dont Yvette pouvait à peine se souvenir, car, tout comme Hartmann, elle ne s'intéressait pas au passé. Mais alors qu'il avait fait un choix judicieux de ses réminiscences et soumis sa jeunesse à une censure poussée, Yvette se comportait comme si l'histoire d'Yvette « Qui est-ce ? Qui est cette belle femme blonde, si élégante ?» n'avait pas existé avant qu'elle n'en prenne la direction. Elle conservait pourtant une image. Elle ne pouvait pas l'appeler un souvenir, parce qu'elle ne pouvait pas la comprendre. C'était plutôt comme un rêve, dans la mesure où elle pouvait la voir de l'extérieur, presque avec les yeux d'une autre. Une image C'était plutôt donc comme un rêve qu'elle avait été forcée de vérifier, malgré son absence de curiosité, à travers des déclarations arrachées à sa mère, Martine. Dans cette image, elle était une petite fille dans un train
dont elle savait vaguement qu'il roulait vers le sud. Quand elle avait questionné sa mère sur le sujet, elle avait senti à l'expression de son visage que sa question avait réveillé chez cette femme âgée des souvenirs douloureux. Et quand elle avait entendu l'histoire, elle avait compris pourquoi elle ne pouvait pas s'en souvenir. Cette histoire ne lui appartenait pas, elle appartenait à sa mère et à la vie de sa mère. D'après ce qu'Yvette avait compris, sa mère, Martine Bénard, s'était rendue de Paris à Bordeaux pour aller voir sa sœur, Alice. Yvette se revoyait toute petite en jupe plissée, bien sage, une tartine à la main. Elle entendait sa mère dire « Mange, mange, ma fille !» L'ombre de sa mère se penchait sur elle pour écarter ses cheveux en bataille. Elle avait appris plus tard que sa mère, jeune veuve, avait dû se réfugier chez sa sœur faute de ressources. Alice avait fait un bon mariage et Martine avait dû s'en remettre à la générosité de son beau-frère. Yvette avait adoré ce début de conte de fées et avait écouté l'histoire comme si c'était un roman dont elle était le centre. Et pourtant, la rougeur qui envahissait le visage de la vieille femme pendant qu'elle la racontait laissait deviner que l'aventure avait été désagréable, odieuse, hasardeuse, et pour tout dire, tellement dangereuse, que son visage s'était altéré. Durant son récit. Pour Yvette, cette histoire n'avait d'autre résonance que celle d'un roman de 4 sous, semblable à ceux auxquels elle croyait tout naturellement, en dépit de son expérience relative, et cela aussi était un cas commun parmi les femmes avant leur émancipation. Et pourtant, il en restait quelque chose, assez pour lui donner un sens aigu de la nécessité du confort matériel, de la sécurité dont elle pouvait à présent faire bénéficier cette mère qui lui avait dit autrefois « Mange, mange ma fille » et qui l'avait protégée de son corps. La réalité était légèrement différente, ainsi que Hartmann devait l'apprendre. Dans ces circonstances qu'Yvette se rappelait comme éminemment pittoresques, Martine Bénard avait un but qu'elle poursuivait avec opiniâtreté. Elle avait lutté contre 2 désirs contradictoires, nourrir seul l'enfant et partir quelque part, où leurs moyens d'existence seraient assurés. Sa sœur Alice avait épousé un important négociant en vin. Quand elle trouva trop épuisant d'élever l'enfant à Paris dans un appartement qui n'avait été prévu que pour sa belle-mère glaciale, elle partit pour Bordeaux. Elle avait envie de luxe, tout en se refusant à jouer la parente pauvre. Le petit visage pointu de sa fille lui rappelait son mari disparu, dont les activités, dès le début de l'occupation, lui avaient causé tant de chagrin. Il avait été tué alors qu'elle se demandait encore comment divorcer. Sur cet épisode, elle restait d'une imprécision qui ne lui était pas habituelle. Sa mort avait été un immense soulagement, même si disparaissaient avec lui tous ses moyens de subsistance. Sans la petite réserve d'argent qu'elle l'avait vue cachée sous une latte de parquet, elle et sa fille n'auraient pu se nourrir. C'est avec ce qui restait de cette somme qu'elle avait payé les billets de train pour Bordeaux. Un seul espoir la faisait vivre, celui de rencontrer comme sa sœur quelqu'un qui lui donnerait une existence plus aisée. Elle savait que le surmenage qui colorait ses joues pouvait facilement se transformer en maladie, en infirmité. Qui alors s'occuperait de l'enfant? C'est ainsi que lorsque Edward Cazenove, le représentant d'une entreprise anglaise de transport de vin, arriva à Bordeaux après la guerre et qu'il y retourna à plusieurs reprises, elle décida de l'épouser alors qu'elle ne l'aimait pas particulièrement. Tout d'abord, il n'était pas sympathique. Un visage rougeaud, les cheveux plats et le regard fuyant. Que ce fût un signe de timidité et non de malhonnêteté ne l'excusait pas aux yeux de Martine.
Un homme n'avait pas à être timide. Mais il était seul, poli, et il aimait apparemment beaucoup la petite fille. En pensant à la chambre qu'elle avait quittée rue Washington, Martine eut le courage d'abandonner la France. Ils se marièrent, quittèrent la maison d'Alice et s'installèrent dans l'appartement de célibataire d'Edward à Manchester Square. L'enfant pleura un peu, mais pas longtemps. La rougeur disparut du visage de Martine, bien qu'au fond sa nouvelle vie lui parut médiocre. Un jour, après avoir mis dans le four une fricassée de lapin, elle regarda par la fenêtre la place silencieuse et se dit qu'elle aurait mieux fait d'attendre un peu. Mais attendre exigeait trop de courage, et elle n'était pas héroïque. Elle avait fait ce qu'elle avait pu. Même à présent, elle se demandait si un jour elle aurait chaud de nouveau. Londres était aussi froid que l'avait été Paris. C'est à ce moment-là qu'elle abandonna tout espoir pour elle-même et reporta toutes ses ambitions sur sa fille. Si c'était en son pouvoir, jamais Yvette n'aurait à prendre la même décision qu'elle. Yvette serait heureuse et mieux encore protégée. Yvette aurait des rêves, comme n'importe quelle jeune fille, et elle serait en mesure de les réaliser. Dès cet instant, Martine se laissa aller au plaisir de la nourriture, celle qu'il y avait, et du bon vin, dont il y avait plus que suffisamment. Yvette se souvenait de ses parents, ou plutôt de sa mère et de son beau-père, auquel elle s'était assez attachée, comme d'un couple passif, plutôt silencieux, au visage bien coloré, qui buvait des vins fins à chaque repas et rougissait encore davantage en reconnaissance de leurs intarissables bienfaits. Qui buvait des vins fins à chaque repas et rougissait encore bien davantage en reconnaissance de leurs intarissables bienfaits. Une fois débarrassées de ce récit, les relations entre mère et fille devinrent aimables mais distantes. Yvette ne retrouvait rien chez sa mère de la jeune veuve effrayée. C'était une femme solide et naturellement peu communicative, aux lèvres fines, au teint encore vif, qui préférait garder ses distances, tout à fait disposée à se décharger de la fille qu'elle avait menée à bon port, comme si son effort avait eu des limites précises et avait maintenant rempli sa fonction. Elle et Cazenove, que finalement elle aimait bien, préféraient passer leurs hivers à Nice, où ils redevenaient français. Assis à une terrasse de café sur la promenade des Anglais, il regardait arriver les premiers touristes avec désapprobation. « Nice n'est plus Nice », disait-il à leur serveur habituel en hochant la tête. Durant ces jours-là, leurs belles couleurs s'étendaient jusqu'au col de leurs vêtements. Quand ils allaient voir les vitrines de la rue de France, Cazenove portait le sac de sa femme. Ils se débrouillaient modestement, mais très agréablement. Hartmann les aidait. Yvette considérait l'histoire de sa mère avec complaisance. Elle ne la trouvait pas tragique et n'y voyait même pas un jeu du destin, un de ces coups de dés qui changent une vie. Elle ne pensait pas qu'elle aurait pu évoluer différemment si l'aventure du voyage à Bordeaux n'avait pas eu lieu. Elle continuait à l'apprendre, un peu comme un conte de fées, comme une partie du mythe, du sortilège qu'elle avait toujours revendiqué et qu'il avait déposé en sécurité sur les eaux calmes de son mariage. Ce qu'elle se rappelait, et c'était typique de son caractère, c'était sa propre contribution à cette heureuse situation. Son enfance ne la concernait pas. Ce qui l'intéressait passionnément, c'était la façon dont elle avait tracé sa vie de femme. Son amour pour elle-même l'avait sauvée quand elle était la plus pauvre des élèves de sa pension suisse, les Colombes. Les excès de
les excès de boisson avaient commencé à affecter la carrière de Cazenove quand elle était la plus pauvre des élèves de sa pension suisse, les Colombes. Les excès de boisson avaient commencé à affecter la carrière de Cazenove, un accident du travail qui fut cependant traité sans compassion. Avait commencé à affecter la carrière de Cazenove un accident du travail, qui fut cependant traité sans compassion. Pendant les années qui coïncidèrent avec l'adolescence d'Yvette, il restait chez lui, à Manchester Square. L'argent provenait de ses économies qui diminuaient rapidement et de dons réguliers de la part d'Alice, la sœur de Martine. L'école d'art d'agrément avait été le dernier effort de Martine pour assurer un avenir à sa fille, malgré l'opposition de Cazenove et d'Alice, avec des ressources si maigres et si incertaines. Martine avait inculqué à sa fille le besoin de réussir. Malgré l'opposition de Cazenove et d'Alice. Avec des ressources si maigres, et si incertaine, Martine avait inculqué à sa fille le besoin de réussir, objectif qu'une jeune fille comme Yvette pouvait difficilement prendre autant au sérieux que sa mère semblait le faire. Mais par chance ou par malchance, Yvette se trouvait désirable, et elle avait plus qu'une autre cette disposition amoureuse que les jeunes filles dirigent généralement vers un adulte qu'elles privilégient. Mais il n'y avait pas d'adulte privilégié dans l'univers d'Yvette. Elle ne se sentait plus indissolublement liée à sa mère et à son beau-père, qu'elle n'avait jamais vraiment considéré comme un parent. Ses capacités d'amour étaient donc entièrement tournées vers elle-même. En scrutant son visage dans la glace, elle ne voyait pas la jolie peau, les dents belles mais très écartées, les cheveux blonds plantés haut sur le front, signe d'un recul futur, mais son bien secret, son corps parfait. Les dents belles mais très écartées, les cheveux blonds plantés haut sur le front, signe d'un recul futur, mais son bien secret, son corps parfait. C'est la conscience de cette perfection qui la soutenait, qui lui permettait de se regarder dans la glace en disant « Je suis la plus belle ». C'était un corps qui aurait pu être dessiné par un peintre de salon du Second Empire, par Baudry ou par Bouguereau, une de ces beautés légendaires, en forme de sablier qui s'épanouissent généreusement, mais de manière harmonieuse, au-dessus et au-dessous d'une taille fine. Quand les autres allaient prendre un chocolat à la ville voisine, elle restait très volontiers au dortoir, se polissait les ongles ou lavait l'un de ses 2 pullovers en cachemire, hérités d'une cousine française inconnue. Comme elle avait peu de vêtements, elle devait se montrer vigilante et se donner du mal pour les entretenir. Et parfois elle s'ennuyait, mais quand elle perdait sa bonne humeur, elle savait qu'elle pouvait toujours la retrouver en se promenant en chemise de nuit entre les rangées de lits, comme si elle avait oublié quelque chose dans la salle de bain, et en voyant les visages se fermer au passage de ses seins superbes. Elle était décidée à n'en dévoiler davantage que pour les délices d'un époux, un époux qui aurait reçu une publicité discrète pour l'aider à se décider.
quand il aurait été pris dans le filet de façon certaine, et à ce moment-là seulement, il découvrirait que l'activité de ce corps ne ressemblait guère à ce qu'il promettait. Yvette elle-même ne devait jamais s'en apercevoir parce que l'évidence de sa splendeur était toujours pour elle un motif d'admiration. Elle ne se demandait pas non plus pourquoi son corps si beau lui parlait si peu. Elle était ignorante des élans sensuels à un point surprenant chez une femme aussi favorisée. Elle était chaste, c'était la monogamie qu'elle voulait, seule aventure de sa vie qui lui donnerait la possibilité et le droit de vivre selon son gré jusqu'à la fin de ses jours. C'était ainsi que sa mère continuait à vivre en elle, et Yvette conservait le sourire car elle n'avait jamais douté de sa victoire. C'était cette assurance jointe à ses exigences et à son affairement qui avait amené Hartmann auprès d'elle, et dans l'ensemble il n'était pas déçu. Il l'appréciait davantage au long des années qu'au début de leur mariage. Elle l'amusait toujours. Toujours sans s'en rendre compte. Jeune mariée, elle avait paru un peu effrayée et s'était montrée, à vrai dire, d'une inexpérience désolante, car tous les efforts de sa mère avaient été axés sur une bonne préparation, mais pas du tout sur celle du plaisir. L'institution de jeune fille avait été suivie par quelques semaines de cours de dactylographie et de sténo auprès d'une secrétaire qui habitait sous les toits du dernier étage de l'immeuble d'à côté. Yvette avait tellement détesté ses leçons et surtout les cheveux gras et le teint brouillé de la secrétaire retraitée qu'elle n'avait pas retenu grand-chose de ce que cette femme essayait de lui apprendre. D'où sa réticence à travailler quand sa mère lui avait trouvé le poste chez Hartmann et Fibisch. Martine y avait réussi en s'adressant à un bureau de placement onéreux et en répondant elle-même à toutes les questions pendant qu'Yvette, affolée, écoutait le crépitement des machines à écrire et se demandait si elle réussirait à passer le test qu'on allait lui infliger. Elle le passa, mais de justesse, et prit alors le seul poste qui n'exigeait que de petits travaux de bureau et non pas la dactylographie et la sténo. Cela n'empêchait pas Yvette de dire à ses amis qu'elle était secrétaire. Fibisch était sceptique, mais Hartmann fut très touché par ses prétentions, par son allure, et surtout par l'expression déconcertée qu'elle prenait parfois, comme si elle attendait que quelqu'un la tire d'un dilemme qu'elle ne comprenait pas très bien. Ariane à Naxos, s'était-il dit, et il avait été Bacchus. Au début, quand il découvrit que la splendeur de ce corps se limitait en réalité à ce qui pouvait être montré et sans en tirer de jouissance, Hartmann prit une maîtresse. Son attitude envers cette femme était ambiguë. Il trouvait en elle toute la passion qui manquait dans son couple, mais en même temps, il ne l'aimait pas, et cela pour des raisons qui ne tenaient qu'à lui. C'était une femme réservée, pas vilaine, mais certainement pas extraordinaire, fine, calme et pleine de tact. Il pouvait être sûr de sa discrétion, et pourtant il se sentait mal à l'aise avec elle. Il pensait qu'il ne pouvait se détendre qu'avec une femme d'une nature plus grossière,
une femme dangereuse, carrément vulgaire, avec qui il n'aurait pas eu besoin de se surveiller. Tandis qu'Élisabeth, un nom discret et réservé, le traitait avec un respect aimable qui forçait le sien. En fait, sa manière d'agir correspondait tout à fait à une épouse, mais non à une maîtresse. Comme Yvette restait d'une innocence déconcertante devant ses insuffisances physiques et trouvait impossible et sans intérêt de spéculer sur les aptitudes des autres femmes, rien, assurément, dans la conduite de Hartmann ne menaçait son statut. Et pourtant, c'était précisément une question de statut qui créait un tel malaise entre Hartmann et sa maîtresse. En effet, Élisabeth avait une éducation légèrement supérieure à celle d'Yvette, que son enfance attendrissante, l'épisode à demi oublié de sa mère, insistant pour qu'elle mange dans le train de Bordeaux, épisode qui l'avait tant ému la première fois qu'il l'avait entendu, semblait revêtir Yvette, que son enfance attendrissante donc semblait revêtir d'une vulnérabilité dont elle restait inexplicablement ignorante. En bref, quand il était au lit avec Élisabeth, il se sentait coupable. Elle avait pour effet de consolider sa fidélité à sa femme. Elle continuait à le recevoir avec la même déférence attentionnée, en faisant semblant de ne pas remarquer le manque d'amour systématique, l'absence de mots tendres, ni même son refus de l'appeler par son prénom, comme s'il la tenait littéralement à l'écart de sa vie réelle, authentique. C'était comme s'il envoyait son doppelganger lui faire l'amour. Et l'acte d'amour lui-même, portion congrue de leur association, avait une brutalité impersonnelle qui les enflammait sans compenser tout ce qui manquait à l'un et à l'autre. Elle aurait pu l'aimer, mais elle ne se le permettait pas car elle le comprenait assez bien. Ainsi, à travers l'autre, il touchait la part la plus pauvre d'eux-mêmes. Quand il la quittait, Hartmann était étonné d'éprouver une telle tristesse. Les soirs des jours où il allait chez sa maîtresse, il était plus affectueux que jamais avec sa femme. Il appréciait à nouveau le beau salon auquel elle avait prodigué tant de soins. Il appréciait même les petites cérémonies maniaques et égoïstes d'Yvette. De retour, sain et sauf, dans l'univers des couples mariés, il faisait le vœu de rompre. Et un jour, il l'avait fait. Élisabeth avait parfaitement réagi, et il n'y avait pas eu de scène. Il ne sut jamais ce qu'elle avait ressenti. Désormais, il la saluait à travers la vitrine de son magasin de mode, et elle lui répondait toujours par un sourire. Que des femmes mariées puissent avoir des flirts stupéfiait Yvette. Pourquoi en avait-elle besoin, puisque la période de flirt avait déjà trouvé une conclusion honorable? En ce sens, elle était vertueuse. Elle passait ses journées dans une innocence parfaite, elle faisait des courses, remettait en ordre son armoire à linge ou sa garde-robe, déjeunait avec des amis, flânait dans Bond Street. Depuis quelque temps, elle trouvait qu'elle travaillait trop, qu'elle était un peu trop casanière. Le mouvement de libération des femmes l'avait rattrapée. Elle avait annoncé qu'elle ne préparerait plus le dîner et même qu'elle allait suivre des cours du soir. Elle était consciente de l'impact d'une telle déclaration. En réalité,
Bien peu de choses l'intéressaient, mais elle trouva un groupe de discussion qui travaillait sur les grands classiques de la littérature française, et elle décida qu'avec son excellent accent, elle y ferait bonne impression. Hartmann trouva plutôt touchant qu'elle eût à lire La princesse de Clèves, premier livre de la liste, qu'elle trouva déroutant, mais qui l'attirait. Elle retourna chez elle pensive, comme si elle réfléchissait à des questions qui n'avaient pas attiré son attention jusque-là. Mais dès qu'elle était chez elle, où Hartmann était assis devant la télévision, elle trouvait ridicules les idées qui avaient été lancées, que le groupe avait discutées avec animation. Elle se retirait pour se dorloter. Bain prolongé et chemise de nuit flatteuse, chaque soir, elle s'habillait pour aller se coucher, contente de savoir qu'elle allait enfin pouvoir dormir sans être dérangée. À présent, le corps splendide était plus volumineux et les cheveux étaient teints dans une nuance de blond, sans concession. Avec sa nouvelle opulence, son air affairé paraissait plus naturel. Bien que toujours enclin à ne pas la prendre au sérieux, Hartmann lui faisait une confiance absolue. Il comprenait qu'elle aussi. Il comprenait